magasin du jouet. Quant au magasin Winsing, il était très bien achalandé. On y trouvait de tout, y compris peut-être des harnais. Les tracts en bois étaient le moyen de transport le plus utilisé pour aller au district. En ville, la marche à pied, le vélo, le Solex étaient préférables et si peu encombrants. Un arbre, un mur, un trottoir, un poteau suffisaient pour y abandonner l'engin le temps d'une limonade, engin que personne ne songeait à emprunter. De nombreux artistes vivaient à Tahiti. Franck Fay a son atelier de céramique ou de sculpture, passage du Général de Gaulle, autrefois passage des messageries maritimes. Il s'intéresse aux terres locales, aux argiles du pays, multiplie les essais et prépare ses teintures. Avec sa presse, il crée des formes nouvelles qui surprennent autant que ses sculptures. Derrière le palais de la Reine, la station de la radiodiffusion de la France d'Outre-mer, dirigée par John Martin, connaît un grand succès, surtout lorsqu'elle lance le dimanche matin une course au trésor qui récompense les plus imaginatifs et les plus débrouillards. On répare son poste de radio chez Francis Dexter. Les premiers touristes sont aussi les premiers badauds à faire du lèche-vitrine. Que rapporter du voyage? Des nacres sculptées de chez Payou, une noix de coco travaillée de chez Monsieur Sifredi, un collier de coquillages? À moins que ce ne soit tout simplement une carte postale de cette petite ville où les bananiers poussent dans les rues le long des magasins. La Poste décide de faire peau neuve. Des ouvriers maçons fabriquent le ciment à même la terre à l'ancienne. On fait un trou dans le tas, on verse de l'eau, on mélange à la pelle et on remplit les brouettes. La bétonnière n'existait pas encore et l'on s'en passait très bien. Regardez maintenant le jeu du lancer-renvoyer, du jeter-rendu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et pas une pelle ne tombe, aucune ne rate son destinataire, pas une larme de ciment ne glisse sur le sol. Le geste est juste, naturel, comme celui du lanceur de javelot. Catastrophe. La nouvelle éclate dans la ville comme un coup de tonnerre. Au restaurant Atchoun, à Talavao, a brûlé. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, un incendie a éclaté. Atchoun, réveillé en sursaut par l'odeur du brûlé et la fumée, s'aperçoit que la moitié de sa demeure est déjà la proie des flammes. Sa femme et ses enfants se sauvent par la fenêtre.
Hatchoun s'est précipité à l'entresol pour aller chercher des papiers importants ou peut-être l'argent de la soirée placé dans un tiroir-caisse. Grièvement brûlé, il devra être transporté à l'hôpital où son état restera critique durant quelques jours. Les dégâts matériels sont énormes. On parle de 3 millions de francs et nous sommes en décembre 1958. Tout a été détruit. Il semble qu'un court-circuit soit à l'origine de l'incendie. Les habitants du district sont stupéfaits mais soulagés d'une certaine façon. La station d'essence, qui se trouvait à côté du restaurant, n'a pas été atteinte par les flammes et tout le monde l'a échappé belle. Voilà une étape que les amateurs de Tour de l'Île et de bonne, que dis-je, d'excellente cuisine ne pourront plus faire. Pétillante, quelle délicieuse boisson! Daphnis Blanchard peut être fier. Il est le fabricant le plus moderne de boissons gazeuses. Le sirop, qui donne le parfum à l'eau gazéifiée, est préparé au premier étage. Il est pasteurisé et pour porter ce liquide à 100 degrés, il faut alimenter les cuves en vapeur d'eau par une immense chaudière dont le petit volant supérieur règle la pression et la distribution. Les bouteilles, avant d'être remplies, passent par le circuit d'un tapis roulant, pendant lequel elles sont stérilisées. Un petit chemin mécanique dirige les bouteilles vers une machine de remplissage et de capsulage. Cette machine n'a plus de secret pour le fils de Volta Garbut. Il est bien fini le temps où l'on capsulait une à une les bouteilles d'un coup de pédale. Le dimanche matin, la pétillante ne chômait pas. Chacun venait chercher sa caisse de limonade pétillante avant de faire le tour de l'île. À la sortie de la ville, voici la toute nouvelle station des frères Brodin, aux lignes ô combien audacieuses et modernes pour l'époque. Tant que des poutres et des bois soutinrent la dalle en ciment d'une portée de 8,50 m qui s'élevait à quelques 8 mètres du sol, les habitants d'Arouet étaient curieux, mais tranquilles. Lorsque ces poteaux de soutien disparurent, ils furent partagés entre la peur, le doute sur la solidité de cette voûte peu céleste et l'admiration pour l'entreprise Munier-Bresse qui avait réussi un bel ouvrage qui existe toujours. Seul le prix de l'essence a changé. En 1958, il valait 7 francs. La maison Traquier et Fils vendait de tout. Des fauteuils en rotin, des tourne-disques Colaro, les créations Telefunken et des voitures. Le dernier modèle arrivé sur le territoire est la Vespa 400, une voiture qui a déjà fait parler d'elle. Fangio, le champion du monde de vitesse, l'a choisi l'an dernier pour faire un Paris-Moscou, soit 7000 km, qu'il a parcouru à la vitesse moyenne de 61 km/600 en consommant 5,80 litres au 100 km. La publicité de cette petite voiture de grande classe vantait la simplicité et l'accessibilité totale de son moteur, son habitabilité, son confort, la modicité de